Je vais passer tout de suite la parole à Anne-Marie Hédé, professeure émérite d'histoire médiévale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du comité de pilotage du projet Gaza Histoire, inventaire d'un patrimoine bombardé. Pourriez-vous, Madame Hédé, nous parler des enjeux autour justement de la conservation du patrimoine bombardé de Gaza, des enjeux politiques de mémoire très importants avec cette notion, en lien avec cette notion de futuricide. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup Madame la sénatrice. Merci aux intervenants pour leur présentation essentielle et à tous ceux que nous avons vus témoigner dans ces Gaza Stories qui sont particulièrement émouvantes. Alors évidemment, après tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a entendu parler du patrimoine, ça peut paraître un peu dérisoire. Et pourtant, le patrimoine, c'est l'oxygène des Palestiniens, pour reprendre la formule d'Elias Sambar, ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Pourquoi? Parce que le patrimoine, c'est le témoin d'une histoire millénaire, c'est la preuve que les Palestiniens ont un passé qu'ils partagent, ont un avenir commun à construire, et cela rejoint ce que disait tout à l'heure justement Benjamin Fiorini et l'étudiante en médecine Manard sur l'importance de construire un avenir. Et ce patrimoine, c'est donc aussi la preuve que les Palestiniens ont un héritage culturel et qu'à ce titre, ils forment une nation, car c'est ce qui définit une nation. Or, ce patrimoine dérange l'État d'Israël, qui s'efforce depuis des décennies d'invisibiliser les Palestiniens, de nier jusqu'à leur existence même. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, n'a-t-il pas affirmé, le 21 mars 2023 à Paris, que le peuple palestinien était une invention d'il y a moins de 100 ans, je reprends ces termes, que ce peuple n'a ni histoire ni culture, qu'il n'y a pas de Palestiniens, juste des Arabes. Aussi, n'est-il pas étonnant de constater que l'armée israélienne s'est acharnée depuis 2 ans à détruire ce patrimoine de manière systématique et méthodique, en violation totale de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. On compte plus de 200 sites aujourd'hui touchés, sites du patrimoine. Certains ont été totalement détruits, d'autres plus ou moins endommagés. Très rares sont ceux qui ont échappé à la destruction. Alors, face à ce qu'il faut bien appeler un urbicide, c'est-à-dire des violences qui visent la destruction d'une ville, non pas en tant qu'objectif stratégique, mais en tant qu'objectif identitaire, face à cela, donc, des ONG, des institutions, des chercheurs se mobilisent, les uns pour cartographier les sites détruits ou endommagés, les documenter de manière scientifique en faisant leur histoire, en les décrivant, en fournissant des preuves de leur destruction, en donnant une bibliographie, en les cartographiant et en fournissant plans et photos. C'est notamment l'objectif de Gaza Histoire, qui est un projet qui a été créé à l'initiative de Fabrice Virgili, qui est un historien, directeur de recherche au CNRS. D'autres s'efforcent d'inventorier, d'évaluer les dégâts sur le terrain, de déblayer, de consolider et de protéger ce qui peut l'être. C'est le cas des associations ou des ONG dont vous avez les logos sur l'écran, RIWAC, le Centre pour la préservation du patrimoine culturel, ICOMOS, ALIF, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. D'autres encore ont pour objectif la formation des Palestiniens à la fouille, à la sauvegarde, à la protection de ce patrimoine. Et c'est le cas de Première Urgence Internationale, qui mène, en collaboration avec l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, un programme qui s'appelle Intikal, qui veut dire transmission en arabe, et qui est dirigé par René Alter, dont vous avez
la couverture de son dernier livre sur l'écran. Et toutes ces ONG, organisations, projets, ont en ligne de mire la reconstruction ou la restauration qu'il faudra bien envisager un jour. Alors, dans cette très brève présentation, j'aimerais tout d'abord, à travers quelques exemples, vous donner une idée de la richesse du patrimoine gazaoui, vous montrer aussi un peu l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui et évoquer les premières tentatives de consolidation et de restauration du patrimoine détruit. Gaza, dont on ne retient bien souvent qu'une image assez négative, il faut bien le dire, une ville de réfugiés au tissu urbain très dense, avec une population misérable, et pourtant l'une des plus anciennes cités du Proche-Orient. Une quinzaine de civilisations et de dynasties s'y sont succédées depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors j'espère que ça va marcher. Non, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez, vous allez prendre la main. Donc, une quinzaine de civilisations et de dynasties s'y sont succédées depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, qui ont toutes laissé des traces à Gaza. Alors, dans l'Antiquité, vous avez les Égyptiens, les Philistins, vous avez la frise qui vous aidera à vous y repérer sur l'écran. Les Philistins, qui ont donné leur nom à Palestine, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Byzantins se sont tous succédés à Gaza et sur son territoire. Et les fouilles qui ont été menées à Gaza dans la décennie 1995-2005, sous la direction scientifique justement de l'École biblique et archéologique de Jérusalem, en collaboration avec le service des antiquités de Gaza, ont mis au jour sur le site de Balahria, dont le nom ancien est Antédon, à environ 4 km à l'ouest de Gaza, d'importants vestiges qui remontent au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et vous avez alors sur la photographie d'avant, la diapositive d'avant, voilà. Vous avez là des vestiges qui remontent au 8e siècle avant Jésus-Christ, avec une partie des remparts, et ces vestiges qui s'étendent donc jusqu'à la période hellénistique et romaine. La suivante, s'il vous plaît. Le site, donc envahi par les sables à partir de 2006, a été ensuite maintes fois bombardé entre 2009 et 2024 par l'armée israélienne, comme vous pouvez le constater, notamment avec ces grands cratères qui sont les traces des bombes larguées sur le site. Mais les fouilles ont également mis au jour plusieurs sites ecclésiastiques d'époque byzantine à Gaza et sur son territoire, très importants. Et le premier d'entre eux est le monastère byzantin de Saint-Hilarion, qui est à une dizaine de kilomètres au sud de la ville de Gaza, qui a été fondé au IVe siècle par Hilarion. Et la fouille de ce monastère, dans les dernières années du XXe et au début des années 2000, a permis de mettre au jour l'un des plus anciens et des plus importants monastères de Palestine, décoré de très belles mosaïques, comme vous pouvez le constater. On y a dégagé, donc, outre des cellules, tout un ensemble, une église, une crypte, des baptistères, une chapelle, un réfectoire avec des annexes, ainsi qu'un bain et une hôtellerie. L'UNESCO a inscrit ce site en juillet 2024 en urgence sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, ce qui lui a permis d'être épargné par les bombes israéliennes. Un autre complexe ecclésiastique, identifié comme le mémorial d'une famille importante, influente, est celui de Jabalia. Jabalia, dont on a parlé tout à l'heure et dont vous avez vu d'autres images, mais c'est aussi un site archéologique. Et là, a été dégagé donc cet ensemble ecclésiastique qui date du 5e siècle. Et vous voyez sur le plan, sur l'écran, qu'elle comporte une église de plan basilical, une chapelle, un baptistère, une sacristie. Et le sol de cet ensemble est pavé de très belles mosaïques, dont vous avez ici quelques exemples. Et le sort de ces mosaïques, après le bombardement de l'hôpital voisin, est aujourd'hui incertain, mais toutes les protections et les passerelles qui avaient été aménagées pour la visite du site ont-elles été détruites. Ensuite, à l'époque islamique, d'autres dynasties ont dominé Gaza,
à partir de 635, avec une période d'apogée sous la dynastie mamelouk à la fin du Moyen Âge, avant que la ville ne passe sous la domination ottomane. Jusqu'en 1917, vous retrouvez toutes ces dynasties sur la frise chronologique, jusqu'en 1917, époque à laquelle Gaza est passée sous la domination britannique jusqu'en 1948 et la création de l'État d'Israël. La grande mosquée Al-Omari, que vous voyez sur l'écran, est sans doute le site le plus emblématique de cette période. Même si elle n'a pas été fondée par le calife Omar ibn al-Khattab, qui était le deuxième calife de l'islam, elle souligne l'importance accordée à ce calife conquérant, c'est lui qui a été à l'origine des grandes conquêtes de l'islam, dans les mémoires de cette région où il existe d'ailleurs bien d'autres mosquées qui portent le même nom d'Al-Omari. Le monument que vous voyez sur l'écran fut construit au milieu du XIIe siècle par les Francs, les croisés qui étaient dans la région, qui trouvèrent Gaza plus ou moins en ruine et décidèrent de la confier aux Templiers en 1150. Ces derniers édifièrent une église importante dont on retrouve des traces très nettes dans la salle de prière actuelle, de la mosquée actuelle, où vous voyez que l'architecture de la salle de prière et le portail occidental de la mosquée rappellent très fortement l'architecture des églises occidentales du XIIe siècle. C'est cette église qui fut transformée en mosquée en 1187, lorsque Saladin, fondateur de la dynastie des Ayyoubides, reprit Gaza aux Francs. Mais ce sont les Mamelouks ensuite qui vont transformer la mosquée, construire le minaret que vous voyez sur la photographie de gauche, à la toute fin donc du XIIIe et au début du XIVe siècle. Et les Ottomans ensuite ont également agrandi la mosquée, notamment en aménageant la cour et les locaux qui l'abordent. Le minaret a été détruit une première fois à la fin du XVIIIe siècle par un tremblement de terre, aussitôt reconstruit. Il fut à nouveau détruit en 1917 par les bombardements britanniques contre les Ottomans lors de la Première Guerre mondiale. Et à ce moment-là, toute la mosquée et le minaret ont été détruits. Reconstruits à l'identique dans les années 20, à nouveau endommagés en 2014, cette fois par l'armée israélienne, et restaurés en 2016, ils ont été ciblés et détruits en très grande partie le 7 décembre 2023, et vous avez sous les yeux ce qu'il en reste. Le palais du Pacha est un autre exemple aussi emblématique de ce patrimoine islamique à Gaza. Sa construction a commencé dès le début de la période mamelouk, dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Il servait alors de siège au gouverneur nommé par le sultan mamelouk qui lui résidait au Caire. Il fut agrandi à l'époque ottomane et servit de même de résidence aux gouverneurs ottomans. Bonaparte y passa 3 nuits en 1799, lors de son expédition en Palestine, dans la continuité de son expédition en Égypte, ce qui fait d'ailleurs que parfois ce monument est appelé le fort de Napoléon. Restauré et inauguré en musée en 2010, il était, comme vous le voyez sur la photographie de droite, visité par des collégiens, des lycéens, et il a été ciblé et presque entièrement détruit par l'armée israélienne lors des derniers bombardements. Comme exemple du patrimoine ottoman, cette fois à Gaza, on peut citer la mosquée qui porte le nom de l'arrière-grand-père du prophète, Mohammed, son arrière-grand-père qui s'appelait Hashim ibn Abd Manaf, qui mourut à Gaza, donc bien avant l'islam, à la fin du 5e siècle, au cours d'un de ses voyages marchands, car les relations commerciales étaient très importantes entre l'Arabie et Gaza à ce moment-là. Cette mosquée n'a subi jusqu'ici que des dégâts mineurs, en tout cas aux dernières nouvelles, mais de cette époque dataient aussi de très belles demeures d'époque ottomane, donc des demeures qui appartenaient ou qui appartiennent aux grandes familles de Gaza, telle la maison El Saka, qui a été construite au XVIIe siècle, en 1661, par l'un des membres de cette famille de grands négociants.
À l'origine, cette maison s'élevait sur 2 étages et son architecture est très caractéristique de ces maisons ottomanes, avec une cour centrale bordée d'iwans. Ces iwans, ce sont ces pièces qui sont voûtées et entièrement ouvertes sur la cour sur un côté, fermées sur les 3 autres côtés. Et cette demeure Al-Saka, qui était construite en grès avec des plafonds incrustés de marbre, a été restaurée en 2014. La maison a été offerte par la famille Al-Saka à la ville de Gaza pour qu'elle devienne un centre culturel pour les Palestiniens de Gaza. Elle a été, elle aussi, ciblée et entièrement détruite en novembre 2023. Enfin, Gaza possède aussi un très riche patrimoine manuscrit. Je citerai la bibliothèque de la Grande Mosquée El-Omari, dont on a vu des photos tout à l'heure, qui comptait 228 manuscrits émanant pour la plupart de savants originaires de Gaza. Ces manuscrits concernaient essentiellement des sciences religieuses, droit, hadith, c'est-à-dire paroles et faits du prophète, biographie du prophète, sciences coraniques ou sciences annexes comme la lexicographie. Les manuscrits ont été transférés en 1998 dans ce monument que vous voyez à gauche qui porte le nom de Dag al-Saada, qui a lui aussi été entièrement détruit. Donc la plupart des manuscrits ont été détruits. Heureusement, l'année précédente, en 2022, 211 sur les 228 manuscrits avaient été entièrement numérisés et sont consultables en ligne sur le site de la British Library et de la Hill Museum and Manuscript Library. Face à ces destructions massives, nous l'avons dit, des associations et organisations se mobilisent. Je citerai d'abord l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine, ALIPH, qui a été créée en 2017 à l'initiative de la France et des Émirats arabes unis et qui joue un rôle très important dans ce domaine de restauration et de préservation. C'est le principal fonds mondial exclusivement dédié à la protection et à la réhabilitation du patrimoine menacé ou endommagé par la guerre, le changement climatique ou les catastrophes naturelles. D'ailleurs, des membres de cette alliance, d'ALIPH, ont fait le point sur leurs actions à Gaza récemment à l'Institut du monde arabe et c'est de cette présentation que sont extraits la plupart des dernières photos sur ces diapositives. Et comme le dit le directeur donc, du Centre pour la préservation du patrimoine culturel, qui est basé en Cisjordanie occupée, cette alliance est donc chargée de la restauration du palais du Pacha, dont on a parlé tout à l'heure. La reconstruction commence donc par une évaluation des dommages, le déblaiement et le tri des débris. On met les pierres à réutiliser d'un côté, les débris à jeter de l'autre, et s'occupe donc de consolider ce qui reste du palais du Pacha. Alors bien sûr, les principales difficultés auxquelles se heurtent les personnes qui s'en occupent, c'est d'abord d'évacuer les débris. On l'a dit tout à l'heure que l'État d'Israël bloque l'entrée de tout ce qui peut avoir un double usage, c'est-à-dire entre autres les machines de déblaiement, donc les matériaux de construction qui rentrent également au compte-gouttes. Et avant la guerre, donc, ce palais du Pacha abritait plus de 17 000 artefacts de toutes les époques dont nous avons vu tout à l'heure, Ils ont pu en sauver une vingtaine, toujours d'après le directeur de ce centre. Enfin, de même, RIWAC est une ONG de préservation du patrimoine architectural de Palestine, fondée en 1991, qui contribue, toujours avec le soutien d'ALIPH, à la consolidation de la mosquée El-Omari. Et très intéressante aussi est l'action de formation à la gestion des risques encourus par le patrimoine de Gaza, qui a eu lieu au Caire en 2024-2025, avec justement la ALIPH, le CCHP, donc le centre dont je vous ai parlé, et la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine égyptien. Donc, pour conclure, je dirais que les Palestiniens ont montré au cours de leur histoire une résilience remarquable qui leur a permis de reconstruire inlassablement leur patrimoine détruit par les conflits et les guerres.
Ils ont les ressources humaines nécessaires et sont d'ailleurs toujours prêts à en acquérir de nouvelles. Il faut juste qu'on les aide financièrement et surtout politiquement, en créant les conditions nécessaires à la création de leur État, que la France vient de reconnaître à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, une reconnaissance qu'Israël, malheureusement, a toujours refusé d'accepter. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame Hédé. Et je ne doute pas que ça vous aura donné le goût d'aller voir à l'Institut du monde arabe les trésors intitulés Trésors sauvés, Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire, qui se termine le 7 décembre. Donc il ne faut pas tarder. Alors nous allons terminer par la diffusion de la dernière Gaza Story, qui s'appelle « Ma maison n'est pas comme les autres », et qui parle de l'espoir de reconstruire Gaza. Et de ce point de vue, je vais vous dire une petite anecdote. En janvier, il y avait une délégation écologiste de parlementaires, Assemblée nationale, Sénat, mais aussi représentants du Parti des écologistes, qui sommes allés en Cisjordanie pour alerter et protester contre deux lois iniques votées par la Knesset qui allaient interdire l'UNRWA. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et nous y sommes allés avant, puisque la loi votée après, il y a 3 mois avant l'application. Donc nous sommes allés là-bas pour alerter. Et en revenant, nous avons vu le ministre des Affaires étrangères pour l'alerter sur cette... et qui prennent position. Bon, voilà. Avec tout le courage politique dont ils font montre depuis quelques années. Et nous sommes allés, je dis ça parce que nous sommes allés dans une école professionnelle à Ramallah de l'UNRWA, et qui a été après, dès que la loi a été applicable, c'est-à-dire fin janvier, évacuée, les enfants, les lycéens mis dehors, puisqu'elle a fermé. C'était une école de l'UNRWA. Et c'était une école professionnelle qui apprenait de l'électricité, tout ça. Et bon, moi, je me faisais traduire, bien sûr. Et j'ai dit à un jeune, qu'est-ce que vous allez passer? Il dit, je fais de l'électricité, etc. Et il me dit, parce que dès que c'est possible, je vais reconstruire Gaza. J'irai reconstruire Gaza et il faudra des électriciens. Bon, voilà, c'était cette petite note avant la Gaza Story que nous allons regarder sur l'espoir un jour l'espoir de reconstruire Gaza. أنا الدكتور أحمد الأسطل خريج جامعة شيفيلد دكتوراه ببريطانيا وتخصص إسكان وتصميم معماري. أعمل بالجامعة الإسلامية منذ 30 عاما، مدير مركز إيوان للتراث الثقافي المختص بترميم وإعادة ترميم البيوت القديمة. حقيقة هذه الحرب جاءت مفاجئة لنا كشعب فلسطيني. أنا شخصياً رحلت مباشرة بعد 3 أيام من بداية الحرب إلى منطقة المواصي. لما جئنا طبعاً الآن الحياة، خرجت فقط بترينج رياضي وعباءة، فكان صعب جداً أن تتأقلم في الشتاء وفي عز الشتاء بهذه الملابس، لكن الجميع هكذا خرج، خاصة لما خرجنا إلى المواصي ولما بدأ الشتاء في شهر ديسمبر. مرت علينا أيام 3 أسابيع حتى نغتسل. مياه الشرب كانت صعبة جدا الحصول إليها، غير متعودين على اللي هو النوم على الرمل أو في الخيام، لكن تأقلمنا. بالرغم من أن الحياة كانت بالنسبة لي كانت منظمة بشكل خاص، وخاصة علاقتي مع أسرتي التي تتكون من 6 أفراد، زوجتي وبنتان وولدان. حينما بدأت الحرب والتدمير في مدينة خان يونس دمر بيتي. دائما التفكير كمهندس معماري، أدرس الإسكان وأدرس الإعمار، ودرست في بريطانيا إعادة الإعمار ما بعد الحروب.
كيف نبدأ ومتى نبدأ وما هي كمية الدمار وكيف يتم استغلال هذا الركام لكي نستفيد منه لكي نقلل من التكلفة. فدائما التخيل أنني من ضمن الفريق الذي يفكر في ذلك. بعد خروج الاحتلال من خان يونس وأنا أسكن في حي المحطة المدمر بالكامل، رجعت أنا وأسرتي، وكان من حسن حظي أن غرفتي يعني قدرت أني أنا أستخلص منها ما تبقى من ملابس، وكل ملبس له ذكرى. هذا ما استطعت اني ما استطعت ان احتفظ به، يعني ذكرى أليمة ان يكون بيتي يعني والشظايا وان يكون هذا بنطلون البدله بهذا الكم من الشظايا. هذا شاهد على انه قديش الاحتلال كتير عنيف. يعني تخيل أنا لو كنت في هذا البنطلون، شوف قديش كمية الشظايا اللي موجود فيها في هذا البنطلون. لكن من حسن حظي أنني تركت البيت ولم يبقى إلا هذا البنطلون ليكون شاهدا على قديش العنف. البيت ليس بقيمته المادية وإنما بما يحتويه من قيمة معنوية. بيتي ليس كل البيوت، يمكن يتشابه في كثير من البيوت من الناحية المادية، لكن يحمل من الذكريات الكثير والمتعددة، وذكريات تعود إلى 50 عاما. هذه الحرب حقيقة أضافت إلى أعمارنا أعمارا كبيرة، مئات السنين. بدأت أرتب وقتي، بدأت ثاني يوم أن أبدأ بشيء، فقلت أبدأ بمنزلي المدمر على مساحة 450 متر. فبدأت اللي هو التصميم بأكثر من اقتراح، مرة بشقة كاملة ومرة بشقتين، ومن مختلف اللي هو الدخول من الشارع العام، الدخول من شارع خاص، أو هذا كان موظف. عملت 4 نماذج وأنا بأرسم فيهم. دخلت علي ابنتي محضرة القهوة كالعادة، أعجبت بالشيء الإيجابي اللي أنا بفكر فيه، فقالت لي إيش هذا؟ قلت لها هذا بيتنا الجديد، شقة على اليمين وشقة على الشمال. بداية في عندي هول أدخل هنا اللي هو الدايننج روم اللي هي غرفة الطعام، جيست روم اللي هو للضيافة، ومن خلالها إلى الليفينج روم اللي هي بيت الأسرة. وبعد كده عندي اللي هو الكيتشن، طبعا عملت له بلكونة، وعملت بلكونة إلنا اللي هو غرفة الماستر بيدروم. تقريبا هذه هي اليونت اللي هي الستاندرد الفلسطينية من 6 أفراد. هذا ما خطر في بالي. تعرف الخيمة كثيرا ما تأخذني إلى التفكير السلبي وقليلا إلى التفكير الإيجابي، ودائما التفكير متى تنتهي هذه الحرب؟ من ينقذ الإنسان؟ من يوقف العدوان؟ لم نفقد الأمل. من الخيام من خلال هذا الإقامة المؤلمة نستطيع التفكير. إنني فكرت في الوحدة السكنية بيتي أن هناك أمل، وأمل كبير، وهذه الصورة وهذا الرسم يعطينا أمل. لأنه أنا بعتبر العمارة التي ندرسها الهندسة المعمارية هي أداة من أدوات الثقافة، وأداة من أدوات المقاومة، وأداة من أدوات اللي هو الوجود، دائما تجذرنا. سوف نستخلص بعض الدروس من الدول التي سبقتنا، لأنه كما قلت هناك البوسنة والهرسك كانت حرب طاحنة، هناك كوسوفو، هناك لبنان أقرب شيء إلنا، هناك دول في آسيا، في أفغانستان. البداية تحتاج إلى أن نستخلص الحجار وأنصاف الحجار. الإعمار يحتاج إلى سنوات، وبالتالي كما قلت لابد من الاستفادة سواء من الحديد أو من الكونكريت أو من الأجريجات أو من الخشب أو من أي حاجة، أو من حتى الأبواب المدمرة، ومن بعض الأشياء التي سوف نستخدمها في الوقت القصير ما قبل إعادة الإعمار بالكامل. هذه الركام يتم طحنه في كسرات خاصة بحيث يتم
إعادة استخدامه في البلوكس في الحجارة. وأيضا الحديد يتم خاصة في البنايات الجديدة يتم اللي هو تعديله أو تسويته لكي يستخدم. البنية التحتية مدمرة، الشوارع ليس لها معالم، خطوط المياه وخطوط الصرف الصحي والكهرباء مدمرة بالكامل. هذا تحتاج إلى جهود كبيرة. ليس إمكانياتنا كفلسطينيون نستطيع، ولكن هناك إمكانيات دول صديقة، لكن نحن كفلسطينيون جاهزون بعقولنا، بعزائمنا، بمجهودنا. إن شاء الله نسخر هذه الطاقات الجبارة من الشعب الفلسطيني وجهود الفلسطينيون من مهندسين ومختصين ومخططين ومشرعين وبنائين وكل العمالة الفلسطينية وكل ما نملك لإعادة إعمار غزة من جديد. لا نعد أن تعود كما كانت، قد نتمكن من أن تعود أفضل مما كانت. هذا واجبنا كمعماريون وكمختصون في هذا المجال. فقط نحتاج إلى عزيمة، إلى أصرار، وإن شاء الله كما نقول باقون ما بقي التين والزيتون. انتزعنا من هذا الوطن وخرجنا إلى المواصي، ولكن زرعنا الوطن فينا. والفلسطيني دائما يعمر في كل مكان، فكيف لا؟ والآن الأرض تحتاجنا وفلسطين تحتاجنا وغزة تحتاجنا. فنحن أبشر الجميع بأننا عائدون قادمون نعمرها إن شاء الله بإذن الله. Alors là, nous avons peu de temps, mais moi je veux bien que quelqu'un réagisse quand même sur l'ensemble peut-être de ces stories, Gaza Story que nous avons vues, voilà. Et puis après, il faudra conclure, mais je suis désolée pour les questions qui vous restent comme ça en attente, mais on termine sur ces 4 Gaza Story envers Iliad. D'abord, Madame. Un très grand merci pour vous toutes et tous. Justement, ma question, c'est de façon globale. De façon globale, tout ce qu'on a vu, de point de vue futuricide, médicide, culturicide, juridicide, pourquoi il n'y a pas on n'a pas, enfin l'Europe, le monde, nous, vous, tout le monde, n'a pas le droit d'interférer et le droit d'ingérence. Ingérence pour sauver, je dirais pas de point de vue militaire, on va laisser ça aux militaires, mais de sauver la population. Pourquoi pour les médecins, on doit, je sais, je comprends très bien, on doit prendre l'autorisation, pourquoi on doit aller vers les tribunaux pour demander le droit, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi on ne doit pas faire, parce que Israël, quand elle veut, elle ne va pas aux Nations Unies, elle ne va pas aux tribunaux, elle fait et elle subit, et tout le monde la regarde, et tout le monde a peur d'elle. Sinon, on réagit antisémite, anti-blablabla, terroriste, sémite, mais non, stop, à un moment à Israël, stop. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, le droit d'ingérence, c'est vrai. Il est où, là, le droit d'ingérence Si je puis me permettre, le droit d'ingérence est une notion molle qui n'a aucune existence juridique. Le droit d'ingérence, c'est la responsabilité politique qu'on se donne de vouloir intervenir ou pas. Pardon. Oui, c'est faire respecter le droit international, mais c'est vrai que c'est un mot... Oui. Mais sans même avoir à parler d'ingérence ou de droit d'ingérence, on peut tout simplement parler de devoir de respect du droit international. Voilà, c'est ça. Et ça renvoie au moins à 2 réalités que j'évoquais tout à l'heure. C'est l'obligation de prévention du génocide, à minima, qui pèse sur la France, sur tous les États du monde, même sur les non-signataires de la Convention de 1948, et aussi sur l'Union européenne au passage. Et c'est cette obligation de faire respecter le droit international humanitaire qui, encore une fois, pèse sur tous les États. Et vu que les États ne le font pas, et en particulier l'État français, maintenant, la balle va être dans le camp des juges. Encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, j'insiste là-dessus, si nos dirigeants politiques n'ont pas le courage de respecter ces obligations,
alors les tribunaux doivent les sanctionner. Et ils ne devront pas fléchir au moment de prononcer la sanction. Bon, puis il ne faudra pas laisser survoler notre territoire par des personnes, Netanyahou, qui est quand même condamné. Ça aussi, ça passe par... Même cela n'a pas été possible. Si je peux ajouter une chose là-dessus, c'est qu'on a une procédure justement en cours avec notre association Jordi par rapport à ces survols de Benjamin Netanyahou, parce qu'on demande les documents d'autorisation de survol, parce qu'en fait, quand un avion gouvernemental survole notre territoire, donc traverse notre espace aérien, il y a des autorisations qui sont données. Le secrétariat général de gouvernement nous a répondu que ce document n'existait pas. Et presque le même jour, à l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères était interrogé sur cette question par une députée, et il a répondu qu'il y avait un document d'autorisation. Ce qui veut dire qu'il y a une mauvaise coordination des versions, manifestement, et on s'est servi de cet aveu de la part de Jean-Noël Barrot pour faire une demande auprès de la CADAS et de la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a ordonné au gouvernement français de nous transmettre ce document. Donc on attend la réponse, mais on vous fera part de la suite quand on l'aura. Une dernière intervention sur Gaza Story, peut-être, non Oui, allez-y, et puis on conclura. Non, je voudrais juste dire quelque chose aussi important. Bon, 100% d'accord avec ce que vous dites, et c'est une des raisons, je pense, pour laquelle on est tous là. Je voudrais juste nous alerter tous sur la période en trompe-l'œil qui est en train de s'ouvrir. Et enfin, on l'a déjà dit, mais je pense que c'est vraiment, on a tous un devoir d'hypervigilance pour faire en sorte de ne pas, sous prétexte encore une fois que les bombardements se sont un peu tus, de ne pas renvoyer Gaza à une normalité qui en fait est inacceptable, et de continuer en fait à nous mobiliser, à en parler dans les mêmes termes que ceux qu'on évoque depuis 2 ans, puisque cette réalité de fond n'a pas changé. C'est vraiment très important. Oui, effectivement, la question de la Palestine, du droit international avec la colonisation, était silenciée avant le 7 octobre. Il est quand même nécessaire de dire qu'avant le 7 octobre, il y avait le 6 octobre. C'est banal de dire ça. Mais, et cette silenciation, c'est vrai, a redémarré après le cessez-le-feu. Il y a le cessez-le-feu. On ne voit pas qu'il y a eu 300 fois où il a été violé de toutes parts par Israël. Et retombé cette chape de silenciation, qui est celle qui permet l'impunité et qui permet donc de nourrir. Alors, une dernière remarque, et après, on va devoir quitter la salle. Oui, tout à fait à gauche, là. C'est bon. Cette responsabilité des États comme la France, le gouvernement, de faire respecter le droit humanitaire, à l'éducation, à la santé, etc. Est-ce que cela s'étend aux institutions du pays? Je fais de la recherche sur les libertés académiques et la Palestine, et je vois que beaucoup de manifestations ont lieu de la part des étudiants et des enseignants, des professeurs, qui revendiquent leur droit de participer de cette responsabilité de l'État à faire respecter le droit humanitaire, à faire respecter la prévention du génocide, et en conséquence demandent par exemple l'arrêt des contrats avec Israël, des contrats des universités, interuniversitaires ou avec des compagnies. Donc ma question, est-ce que ça s'étend à toutes les institutions ou seulement le gouvernement? Ça répondrait à une question que je pose et dont se revendiquent les professeurs et les étudiants, c'est aussi notre devoir, c'est aussi notre responsabilité. Phrase, Benjamin. En 3 phrases, nous on considère qu'à partir du moment où cette responsabilité pèse au premier chef, il est vrai sur les États. Les États doivent s'assurer que dans le périmètre qui est leur périmètre souverain, et ça va concerner au final, ça va découler sur tout le périmètre institutionnel français, si je prends l'exemple de la France, mais ça va aussi concerner les entreprises privées françaises, eh bien l'État a l'obligation de s'assurer que ses partenaires institutionnels, comme les entreprises présentes sur son territoire ou qui ont les nationalités françaises d'une certaine façon parce qu'elles sont implantées sur le territoire français, il doit s'assurer que ces différentes institutions respectent également cette obligation de prévention. Et ça devrait inviter normalement le gouvernement français à faire une sorte d'inventaire pour vérifier si certaines des activités de ces institutions ou de ces entreprises concourent ou non à l'entreprise génocidaire ou à tout autre crime, que ce soit crime de guerre ou crime contre l'humanité. Donc, du point de vue de Jordi, la réponse est oui. Les universitaires, donc, ont aussi cette responsabilité. C'est ça la réponse.
La responsabilité pèse sur l'État qui, normalement, doit s'assurer que ces institutions, à travers des relais institutionnels, ne contribuent pas à l'entreprise génocidaire. Donc la responsabilité, on va dire, ne pèse pas directement sur les universitaires, mais on va dire que les universitaires peuvent faire pression sur l'État pour exiger que l'État mette en place les mesures qu'il peut mettre en œuvre. Il y a l'État et il y a nous. Et effectivement, on pourrait, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, parler aussi de la campagne BDS en tant que particulier. Hein. Là, vous avez répondu pour les institutions. Alors, vous avez, et la présence de Jourdi le témoigne, nous avons toujours la boussole du droit international. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a voulu faire une place au Gaza Story, parce que vous l'avez dit, Iliade, dans votre première intervention, derrière, y compris nos résolutions, nos alinéas, nos discours politiques, tout ça, mais il y a des femmes, des hommes et des enfants qui ont une histoire. Et désormais, d'ailleurs, dans beaucoup de manifestations, on a des panneaux comme ça avec l'histoire d'enfants, l'histoire d'hommes et de femmes. Donc, ils ne sont pas des nombres, effectivement, alors que les nombres sont terribles. Mais dont les histoires sont uniques, effectivement, et qui parlent de cette grande histoire de la Palestine. Alors, c'était pourquoi nous avons voulu parsemer cette matinée de Gaza Story. Et merci, Iliane, pour ces témoignages absolument bouleversants et utiles hein, pour l'avenir. Alors, merci aussi. Je ne veux pas oublier à mes collaborateurs et collaboratrices qui sont ici, qui ont rendu possible ce colloque. Et à vous. Madame. Mais à vous aussi d'y avoir consacré un samedi matin. Ouais. Bravo. Je profite juste une petite seconde. Oui, parce qu'en fait, voilà, comme on a fait tout ce débat, toutes ces interventions qui touchent plusieurs aspects, plusieurs côtés, voilà, sur Gaza, la santé, la situation juridique, l'histoire. Voilà, j'invite franchement tout le monde de voir Gaza avant avec ça. Et c'est comme ça on aura la qualification, sans aller vers les tribunaux. Là, on va nous-mêmes comparer comment c'était Gaza avec l'histoire. Parce que là, on a parlé du ministère Saint-Hilarion, de l'église byzantine, de Balé al-Bacha. On a parlé des médecins donc, qui travaillent sur les terrains. On a parlé aussi de situation juridique. Donc, tout ça, j'ai essayé, je l'ai documenté. Et je pense que voilà, ce sont des documents historiques qui vont servir un jour. OK, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, mais on est sûr voilà, que la justice reprendra son chemin et grâce les traces d'histoire. C'est ça ce que j'ai essayé de faire. Donc, je vous invite toutes et tous de voir. C'est gratuit, c'est sur YouTube, 3-5 minutes, traduit en français aussi. Et merci encore pour vous toutes et tous. Merci à vous pour ces témoignages. Et pour prolonger les Gaza Story, je vous rappelle qu'il y a le film d'Iyad qui prolonge justement tous ces témoignages et que vous pourrez voir gratuitement sur le campus Condorcet mardi matin si cela vous intéresse. On a mis les petites affiches sur la table en sortant. Voilà. Et pour ceux qui veulent occuper toute cette journée sur la Palestine, rendez-vous place de la République à 14h pour rejoindre une manifestation que j'espère monstre en soutien aux Palestiniens de Gaza et aux forces de la paix dans la justice.